Il paraît que, là c'est pour vous mettre un peu à l'aise, parce qu'il paraît qu'on nous appelle la cour des grands, il paraît que les Batetela sont très solidaires entre eux, c'est extraordinaire. Bon, les Batetela sont des unitaristes de manière globale, et donc les Batetela considèrent que si Dieu a voulu qu'ils soient au centre, il leur avait donné une mission, c'est de rassembler. Et donc, nous devons être solidaires avec tous les Congolais. C'est très clair. La première question, c'est généralement notre ami Oscar Mbalkaïj qui la pose, parce que nous sommes dans ces lieux. C'est lui le directeur de l'information de la télévision nationale. Ensuite, je donnerai la parole à mon ami William Kalengai, qui est patron de Géopolis. Mbalkaïj. Merci, honorable Lutundula. Bienvenue sur ce plateau. J'ai une petite question à vous poser par rapport justement à l'actualité. L'actualité au pays, c'est les séjours à Goma de Joseph Kabila Kabange, les sénateurs à vie et ancien président de la République. Vous êtes sénateur. Le Sénat a levé les immunités, de Joseph Kabila dernièrement. Et au lendemain, Joseph Kabila a prononcé un discours. 24 heures après, il se retrouve à Goma. Aussitôt arrivé à Goma, il a visité les centres de formation des militaires de Rumangabo. Il a commencé des consultations. Une opinion estime que les séjours de Kabila à Goma, c'est pour laver Kagame. Votre réaction? Bon, peut-être qu'on va voir comment on va procéder. On aura un mot à dire sur l'ensemble du discours. Mais ce que je peux dire à ce stade, par rapport à votre question, je ne sais pas qui a conseillé ça, mais à sa place, je ne l'aurais pas fait. Parce que, d'abord, il ne faut pas oublier que le président israélien a un devoir, une obligation de réserve. Ensuite, je l'ai suivi. J'ai suivi le président, je l'appelle toujours président. C'est un peu comme l'enseignant, on appelle toujours maître. Oui. L'ancien président, quand j'ai suivi son intervention, j'ai retenu un peu ce qui suit, brièvement. Il a fait une communication. Le réquisitoire contre le régime actuel. Et de ce réquisitoire, il conclut que voilà, militaire, il a prêté serment pour servir le pays. J'essaie de traduire, je ne fais pas de mot à mot, jusqu'au sacrifice suprême. En fait, qu'il y reprend. Hein, il reprend du service. Du service en disant, maintenant, il va se battre, pour ne pas dire, il va combattre contre la dictature. Et il termine en lançant un appel aux hommes en uniforme, aux militaires, à la population, pour en fait se soulever contre ce qu'il appelle le régime des dictatures. Ok? Grosso modo, c'est cela. Si vous autorisez, je prends un peu, pour qu'on se comprenne, l'aspect réquisitoire. Ce n'est pas lui seul qui l'a fait. Mais lui, je crois qu'il faut un peu plus de modestie. Parce que le président Kabila a régné pendant 18 ans, hein, à moins que je me trompe. Et à l'issue de ce règne-là, ça correspond à peu près, si c'était aux États-Unis, à 4 mandats. Oui, 4 mandats. Chez nous ici, c'est 3 mandats et demi. Mais qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé 7 héritages toxiques, comme je les appelle. 7 héritages toxiques, si vous autorisez. Premier héritage, l'armée. Une armée composée d'hommes et de femmes courageux, patriotes, mais une armée démoralisée. Une armée désarticulée, une armée démotivée et une armée désarmée. Combien ont-ils été formés, les militaires? Qu'est-ce que
Tshisekedi a trouvé comme matériel de guerre, armes, munitions et tout. Et surtout, parfois, je me pose la question, comment s'est-il fait que le président Kabila règne dans ce pays pendant 18 ans et il a laissé l'armée être neutralisée par un embargo décrété par le Conseil de sécurité. J'ai eu à expliquer ça, un embargo qui portait non seulement sur l'approvisionnement en armes, mais sur la formation. La formation. Et pendant ces temps, ceux qui ont décidé l'embargo laissaient M. Kagame acheter les armes qu'il veut. Partout, il y a eu même des chefs d'État. Rappelez-vous, je ne vais pas citer le chef d'État d'un pays. Il était, je crois, l'année passée, il y a 2 ans, au grand maximum, à Kigali, et il a dit que voilà, son pays lui-même, ils vont donner des armes, ils vont doter l'armée rwandaise de dernières technologies, des technologies de pointe en matière militaire. Ce pays-là distribuait les armes aux groupes armés qui combattaient contre notre pays, ils continuaient à combattre sans contrôle. Et il a envahi notre pays sans condamnation et encore moins de sanctions. Et tout ça, le régime précédent s'est tu. Il a laissé les choses aller de cette manière-là. C'est pour ça que je dis une armée démotivée, désarmée. Voilà un héritage très préjudiciable qu'il fallait et qu'il faut gérer. Bon, je vous épargne, vous connaissez, parce que la question consistait à vous demander en bref. J'en viens, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Un deuxième héritage toxique, les groupes armés, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Est-ce que les groupes armés sont nés sous le règne de Tshisekedi? Ils sont là depuis longtemps, depuis lui. Et s'ils continuent, parce qu'on est dans l'actualité, avec l'M23, c'est parce qu'on n'a pas solutionné la question de groupes armés. C'est très clair. Si vous êtes malade et que la maladie est récurrente, ça signifie que soit on a mal diagnostiqué, soit qu'on n'a pas soigné comme il faut. Mais il paraît que les groupes armés, c'est pas pour vous interrompre, ont été multipliés pendant le régime actuel. Hein. Il y en avait quelques-uns, mais maintenant nous en sommes au niveau de 100. Ah, je ne crois pas. J'ai eu quand même l'avantage d'être tout le temps au Parlement. Non, je ne crois pas. Presque tous les groupes armés actuels existaient à l'époque. Un autre héritage, et c'est très important, les réfugiés congolais au Rwanda. Très important parce que vous savez qu'entre autres raisons que le président Kagame utilise pour justifier sa présence, c'est le fait que d'après lui, il y a au moins 100 000, disons-le, moi je n'ai pas la langue de bois, Tutsis congolais qu'on a refoulés et qui se trouvent là-bas. Mais comment se fait-il que pendant 18 ans, l'ancien président Joseph Kabila n'a pas pu résoudre ce problème-là? Parce qu'il sert d'alibi. Ça, c'est un problème. Un autre héritage, l'isolement diplomatique. Je n'ai pas de démonstration particulière à faire. Totalement isolé, même avec les institutions financières. Et on est allé vite, avec le président Tshisekedi. On est revenu sur la scène internationale. Moi, quand j'arrive, par exemple, à l'Union africaine, tenez bien, l'organe central en matière de paix et sécurité, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, nous n'étions pas membres. Et ça tenait à un petit rien. Aller déposer les instruments des ratifications. Un petit rien là. Prendre son avion, les déposer, on les a déposés, on est membre, et on a même présidé le Conseil paix et sécurité il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, nous avançons, nous avons été admis au Conseil aux droits de l'homme des Nations Unies, l'affaire de New York, Conseil de sécurité membre non permanent, ça va aller vite, parce que les étapes essentielles au niveau de l'Union africaine avaient déjà été déblayées, et merci au président Ndayishimiye qui a facilité la tâche. Donc vous voyez, et on peut continuer sur l'isolement diplomatique. Laissez-moi aborder aussi un héritage toxique, la décentralisation. La décentralisation a été sabotée, dévoyée par
l'éclatement précipité des provinces. Rappelez-vous, à l'époque, moi j'avais interpellé l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur. Nous étions déjà dans G7. J'avais interpellé, carte sur table. Vous passez de 11 provinces à 26 et multipliez les institutions, les personnes. Il dit, mais comment on allait affronter ces problèmes? Conséquence aujourd'hui, vous avez 26 provinces. Les provinces les plus pauvres, le Sankuru, la Lomami, je crois Chuapa, je crois aussi Mongala, il y en a à peu près 6 ou 7. C'est la déstabilisation. On ne travaille pas. Les gouverneurs, on les bouge à tout moment. Les éléments toxiques peuvent peut-être constituer... Vous pouvez y répondre au départ des questions qui vont vous être posées. Je vais aller dans la question, tout droit. Tout droit. Je vais aller dans la question. Oui. Et puis, il y a eu la démocratie. Parce que si vous faites un discours, je ne fais pas un exposé académique. Et il y a tous les scandales financiers, on va y revenir. Ce que je voulais vous dire, pour arriver à cette question, c'est qu'en fait, tout ce qui a été fait a concouru à affaiblir l'État congolais. À faire en sorte que notre pays soit à la merci de vautours. Parce qu'un pays sans État, un pays affaibli, et cet État-là est resté à la merci de tous les appétits. Alors maintenant, parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas eu de solution aux fondamentaux, Kagame vient avec son armée, il entre dans notre pays. Ça ne se discute pas, parce que les évidences sont là. Le président n'a jamais parlé de ça. Le président Kabila, je veux dire, jusqu'à son dernier discours. Et puis, paf, le président est à Goma, via le Rwanda. Et il vous dit, j'ai eu de contacts, j'ai consulté les chefs d'État, certains chefs d'État en fonction, et anciens chefs d'État. Bon, maintenant, il arrive là-bas. C'est pour quoi faire? En fait, ne faisons pas l'hypocrisie. Notre thèse à nous, c'est de dire, c'est l'agression qui prime. Le problème ne manque pas entre nous. Mais le fait que le président Kagame soit là, avec son armée, tuant nos compatriotes, pillant nos richesses, c'est un cancer qu'il faut extirper du corps de la République le plus rapidement possible. Mais il va là-bas et il commence à rassembler les gens autour de lui. En fait, vous avez trouvé les mots. C'est pour légitimer la rébellion, pour légitimer la présence de l'armée rwandaise au Congo, c'est pour donner un visage congolais à la crise. Et du coup, on est dans la présentation du président Kagame. C'est-à-dire qu'il est entré en tout cas de les déculpabiliser, de les blanchir pour que, par rapport aux initiatives internationales, la vision change. C'est ça. Et enfin, ce qu'il fait, je n'aurais pas souhaité qu'il fasse ça. À sa place, j'aurais pu lui dire, la première chose à faire, c'est de rencontrer le président Tshisekedi. Il a reçu l'ancien président du Nigeria, là, Obasanjo. Moi, je pensais que Joseph Kabila allait lui dire, d'accord, mais je vais rencontrer d'abord le président Tshisekedi pour qu'il se parle. Mais il passe là-bas. Il est maintenant chef de la rébellion. Tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il fait. Ce qu'il est en train de faire, c'est de montrer à la population du Nord Kivu que non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, comprenez, tout ça. Et bon, maintenant, le problème, c'est Tshisekedi. On ne combat pas pour un pouvoir. Ne nous tombons pas de cible ni de combat chez le compatriote. Nous n'avons pas livré une guerre pour être indépendants. Je ne sais pas si je mens. Nous avons négocié l'indépendance. Maintenant, là, c'est la guerre pour consolider notre indépendance, pour faire en sorte que la République démocratique du Congo, cet espace de 2 245 000 km², soit un État indépendant, souverain, dont l'intégrité territoriale est respectée par tout le monde. Sans cela,
nous aurons vendu notre identité Conclusion. et notre pays. Voilà. Merci. Voilà. Merci, honorable Toundoula. Nous restons toujours sur cet aspect de Joseph Kabila à Goma, mais les Sénats entrent en jeu peut-être pour compliquer les choses, parce que si nous sommes dans une logique de rapprochement des points de vue et des sorties de crise, les Sénats lèvent les immunités et créent un problème théorique chez les juristes et chez les penseurs. Est-ce que les Sénats avaient le pouvoir de lever les immunités d'un ancien président consacré dans une loi sur les statuts du chef d'État? En réalité, on pense même que c'est M. Lutundoula qui était au cœur de la manœuvre. Alors, pour l'histoire, on devrait quand même savoir si, quelle procédure judiciaire, juridique, comment le Sénat s'est donné le pouvoir d'élever ses immunités. Bon, je crois qu'il faut d'abord corriger. Ce n'est pas une affaire de M. Lutundoula. Je suis sénateur. Il était président. Je suis sénateur. La commission, c'était vous. S'il vous plaît. Oui. Je suis sénateur. Je suis ce que je suis. On a formé une commission spéciale. Mon regroupement politique m'a désigné. J'avais le choix de ne pas être sénateur ou continuer à être sénateur avec ce que je suis. J'arrive en commission. Les collègues estiment que ma modeste personne peut présider la commission. Je ne peux pas démissionner devant mes responsables. Je ne le ferai pas. Et nous avons travaillé calmement. Maintenant, votre question. Il y a un côté pédagogique très fort. La première chose, il faut démystifier la question des immunités. Il faut dédramatiser. Moi, je n'ai jamais compris ce qui se passe chez nous. Ailleurs, d'ailleurs, dans d'autres pays, le ministre, le député, le sénateur concerné, il va lui-même chez le magistrat. Donc, il faut dédramatiser et démystifier cette affaire d'immunité. Tu m'as posé des questions techniques. Voilà. Première chose, les immunités ne sont pas créées dans l'intérêt du député ou du sénateur. Les immunités ont été instituées dans l'intérêt du mandat que vous exercez et de l'institution. Je vais dire ceci. Parce que vous êtes député, vous êtes sénateur, vous avez par exemple le pouvoir de contrôle parlementaire. Il ne faut pas qu'en initiant une commission d'enquête ou en posant une question orale avec débat à un gestionnaire public ou lors du débat, vous disiez un mot, voilà, on a détourné tout ça, qu'on vous poursuive, qu'on vous accuse, par exemple, de diffamation et tout. C'est cela. Et il ne faut pas non plus que, dans l'exercice de vos fonctions, vous avez posé un acte, dit bon, celui-là, il faut quand même aller le faire dormir quelque part dans un amigo ou en détention préventive pour que lors de débat tel, il ne soit pas là-bas. C'est pourquoi les immunités existent. Et quand vous lisez l'article 107, je parle des immunités parlementaires. 107, c'est très clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Je ne vous ai pas dans la lecture, j'ai la Constitution. Vous avez la notion d'irresponsabilité pénale, la notion d'inviolabilité. Dans l'exercice de votre mandat, irresponsabilité, ce que vous faites pénalement, on ne peut pas vous poursuivre. Dans l'exercice de votre fonction, ce que vous faites, on ne peut pas vous ramasser comme un cuidam dans la rue. Vous comprenez? Et l'article 107, alinéa 1er, est très clair. Irresponsabilité, inviolabilité. Et l'alinéa qui suit, si il appert qu'un parlementaire est impliqué dans une affaire infractionnelle ou soupçonnée, pour qu'on puisse l'appeler pour l'entendre, pour qu'on le défère devant la juridiction compétente, il faut passer par le Sénat ou l'Assemblée nationale, selon qu'on est sénateur ou député. Ça, c'est la loi de la République. Très bien. La loi des lois, la Constitution. Alors, maintenant, le cas présent. La Constitution dit à l'article 104, je crois à l'alinéa 4 ou 5 ou 7, que les anciens présidents sont de droit sénateur à vie. Vous lisez notre règlement intérieur, ne vous en faites pas, ils ont quelques obligations.
Sauf que... Sénateur à vie, immunité à vie. Non, non, je vais vous expliquer la notion d'immunité. Il faut faire... L'immunité ne fait pas de nous des Congolais au-dessus des lois de la République ou en dehors des lois de la République. Il faut qu'on se comprenne. Tout à fait. Et nous tous, députés et sénateurs, il faut qu'on le sache. Qu'on ne pense pas, je suis député, je peux faire n'importe quoi. Non, 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 c'est pas ça. Alors revenons à cette partie pour qu'on se comprenne bien. Ça veut dire ceci. Et je sais parce que je suis co-rédacteur de la Constitution en tant que député à l'époque. Parce que les gens oublient souvent que la version qui a été soumise au référendum est venue de l'Assemblée nationale. J'ai même fait partie de petit comité de rédaction qui a donné la dernière version présidée par Toussaint et Combé. Le problème était le suivant. Bon, un ancien chef d'État, on ne le laisse pas comme ça circuler dans les rues ou quoi. On a dit non. On lui donne le statut de sénateur à vie. Et comme sénateur, il a droit aux indemnités parlementaires. Pour le président Kabila, c'est toujours touché. Il est payé comme sénateur. Ce que son épouse a récusé. Enfin, non, ce sont des questions. Il faut un peu. Non, c'est faux. On peut vérifier à la question. Hein, la question. Et il est dit dans le règlement intérieur qu'il est dispensé, par exemple, de l'obligation d'être en plénière. Mais il est membre de toutes les commissions. C'est-à-dire, il peut venir à n'importe quel moment aller à une commission. Et il est dit dans le règlement, je l'ai ici, qu'il doit sauvegarder l'honneur, la dignité de l'institution et respecter les lois de la République. Voilà. Donc, je vous dis par là que les anciens présidents ont un statut. Mais ce statut est prévu dans la Constitution. D'accord. Vous comprenez? Alors, maintenant, parce que vous avez posé la question maintenant de la compétence du Sénat. L'avocat général, l'auditeur général, oui, procureur général du côté de la justice militaire, qui nous a saisis, c'est bien dit, il nous a saisis par rapport à la qualité de sénateur à vie de Joseph Kabila. C'est pour ça qu'on parle des immunités parlementaires. RTNC. Tout de suite, le journal. Le journal. Il est 23h à Kinshasa, 17h à New York. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 23h. La principale information de ce soir, la République démocratique du Congo est élu membre non permanent du Conseil de sécurité. Un score écrasant avec 183 voix, victoire diplomatique pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition du journal télévisé sur la RTNC. Je le disais dans le titre, la RDC élu membre non permanent du Conseil de sécurité. La mission confiée aux ambassadeurs a été exécutée. Déjà hier à Bruxelles, on clôturait la campagne pour cette candidature qui a eu gain de cause aujourd'hui à New York. Edith Chala. Lancé à Bruxelles en mai dernier auprès des États membres de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, OEACP, la campagne de sensibilisation au soutien de la candidature de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies a été clôturée lundi 2 juin 2025 par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Benelux, Christian Dongalankunku, lors de cette cérémonie à l'hôtel Amigo de Bruxelles. L'ambassadeur de la RDC à Bruxelles pense que la RDC sera au Conseil de sécurité pour partager son expérience.
dans la résolution des conflits. L'initiative diplomatique portée par la République démocratique du Congo s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement de mon pays de souscrire à une politique internationale ambitieuse et courageuse au cœur de cette instance de la gouvernance mondiale que nous avons en partage. Le pays possède une expérience avérée de grands débats publics autour des questions liées à la prévention des conflits, au renforcement de la résilience et à la pérennisation de la paix dans le monde. Le diplomate congolais, qui est revenu en français et en anglais, a rappelé à ce sujet que la RDC a déjà siégé au Conseil de sécurité comme membre non permanent en 82-83, en 91-92 lors de la guerre du Golfe. Parmi les personnalités belges présentes à la cérémonie, on peut citer le ministre d'État belge André Flau, l'ancien ambassadeur de Belgique à Kinshasa, le baron Johan Sunen, ainsi que la députée fédérale d'origine congolaise Lydia Moutiébélé. De Bruxelles, où il est 0 heure, nous allons nous rendre au Congo central. Une cabine électrique neuve, dont de l'honorable Daniel Mukoko Samba, il est vice-premier ministre, ministre de l'économie, a été offert à la population de la cité de Banzangungu. La SNEL se félicite de cette contribution. Les autorités administratives saluent ces gestes de bonne volonté. C'est une démarche symbolique et concrète d'engagement envers ses compatriotes. Daniel Mukoko Samba, député élu de la ville de Banzangungu en 2023, a procédé le samedi 31 mai à la remise officielle d'une cabine électrique neuve de 630 kVA au quartier Kumbimbengu. Ces dons personnels marquent une étape importante dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces quartiers longtemps demeurés dans le noir. Après la coupure du ruban symbolique, dans une ambiance empreinte de joie et de gratitude, la cabine a été mise en service, suivie d'un rituel ancestral qui a consacré cette inauguration. Nombreux acteurs locaux, notamment l'administrateur du territoire, l'honorable Efremi Ntsumbu, les acteurs du parti politique Union Congolaise UCO, dont Madame Irmine Mukoko, ainsi que plusieurs autres invités, étaient de la partie. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale au gouvernement souminois, a remis tous les documents attestant la propriété de la parcelle qui abrite cette cabine, achetée sur fonds propres, et tous les accessoires pour cette nouvelle installation aux autorités de la SNEL. Il est important de signaler que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous demande toujours d'aider la population. J'ai promis et je viens de réaliser ce transformateur et le mien propre que je vous ai offert à la SNEL de fournir un courant de qualité. Les bénéficiaires ne pouvaient qu'exprimer leur profonde gratitude. Son Excellence, merci d'être venu dans ce paradis de vos ancêtres pour leur apporter votre inoubliable soutien. Un cadeau pour le développement de la ville, particulièrement ici dans la cellule Mbengo, quartier de la Révolution. Daniel Mukoko Samba a souligné l'importance de respecter les engagements, rappelant ainsi que ces visites sur les sites est relative aux directives du président de la République Félix Tshisekedi qui encourage l'aide concrète à la population. On va parler culture. La République démocratique du Congo a su imposer sa présence au Grand Prix de Monaco par la puissance de la culture, de sa créativité et de son ambition. Maître Gims et le ministre Atoum valorisent cette culture, nous dit Toto Sungu. Dans le cadre de sa stratégie de soft power, la République démocratique du Congo a marqué une présence remarquée au prestigieux Grand Prix de Monaco. Bien au-delà des projecteurs et du rugissement des moteurs, un espace restreint mais stratégique a permis de porter haut les couleurs du pays. Artistes de renom, décideurs publics, investisseurs internationaux, la RDC a su rassembler dans un cadre informel, mais porteur, celles et ceux qui pensent et construisent l'Afrique de demain. Au cœur des échanges, les industries culturelles et créatives, les industries extractives, le génie créatif congolais, mais surtout le potentiel immense d'un pays debout et tourné vers l'avenir. Parmi les moments forts, une conversation stratégique entre le chanteur Maître Gims et le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, témoignant
de l'intérêt croissant de figures influentes pour le dynamisme industriel et culturel de notre nation. La République démocratique du Congo, dans toute sa diversité, continue de tracer sa voie sur la scène internationale. Un pas de plus dans la reconquête de notre image par la force de nos talents et nos ressources et de notre vision. À la CENI, nous allons découvrir les retombées de la rencontre d'échange entre la Commission électorale nationale indépendante et les femmes conseillères communaux de la ville de Kinshasa. Elle propose que les femmes puissent contribuer pour que l'élection des bourgmestres puisse avoir lieu. Proposition bien accueillie par la Commission électorale nationale indépendante. Les échanges qui ont porté sur le financement de la CENI par le gouvernement se sont déroulés à la salle Abbé Apollinaire Malou où Madame Joséphine Galula a prêté une oreille attentive à l'exposé de cette délégation conduite par Madame Antoinette Lokomba, présidente du conseil d'administration des femmes élues conseillères communales de la RDC. À l'issue de cette rencontre, elle a expliqué les motivations de cette démarche qu'elles ont engagées. On avait des préoccupations, surtout la question pendante de l'organisation des élections des bourgmestres adjoints ainsi que des maires, où on était en train de suivre les couloirs. On devrait échanger avec la bouche autorisée, où on a eu à comprendre, parce que la CENI ne gère pas les moyens, c'est un problème de financement. Antoinette Lokumba a également lancé un appel au gouvernement. Notre plaidoyer doit tourner maintenant au gouvernement parce que la CENI, c'est un organe technique. La CENI n'attend que des moyens. C'est aussi une occasion que nous demandons au gouvernement d'essayer de mettre les moyens à la disposition de la CENI pour que la CENI organise ses élections parce qu'au niveau de la base, on n'arrive pas à fonctionner correctement parce que nous avons des organes, l'une issue des nominations et l'autre issue des élections. Il y a incompatibilité des tests, nous avons des incompréhensions, nous n'avons pas accès au contrôle ainsi qu'à d'autres prérogatives qui est liées au conseil communal. Par ailleurs, les conseillères communales ont sollicité un renforcement de leurs capacités afin d'améliorer l'efficacité et la pertinence de leurs tâches au sein des administrations locales. Les forces vives de la nation, une organisation de la société civile, appelle à la vigilance face à la diversion des exécutants du plan de la balkanisation du pays. On écoute les responsables de cette organisation. Déclaration des forces vives de la nation alors que le gouvernement de la République mène un combat acharné sur le front politico-diplomatique via les processus de Doha, Washington et Lomé pour mettre un terme à la guerre d'agression imposée à notre pays par le Rwanda et ses marionnettes. Il sape les efforts en cours, jette les troubles dans l'opinion publique et cherche une fois de plus à forcer les retours sur la scène politique. La Fédération des forces vives de la nation tient à faire la déclaration suivante. Première, depuis l'indépendance, notre pays a été otage de crises successives et à chaque fois, des dialogues politiques ont été convoqués. Mais au lieu de régler les problèmes de fond, ces dialogues ont surtout servi de tremplin à des politiciens à quête des postes. La coïncidence entre les discours des opposants et ceux des groupes armés, notamment le dernier en date de celui de Moussa Nyamwisi Antipas, ne relève pas du hasard. Depuis 2019, ce que les urnes ont sanctionné, Katumbi, le FCC de Kabila, et désormais les Pilisilim Moussa Nyamwisi n'ont eu qu'une obsession. Contourner le choix peuple et revenir au pouvoir par la ruse. À l'heure où notre nation fait face à une agression manifeste, tout homme politique responsable devait être en première ligne pour mobiliser, sensibiliser et défendre la patrie. Et puis à l'Union sacrée de la nation, la main tendue de Martin Fayoulou pour la décrispation de la situation politique en RDC est bien accueilli à la plateforme présidentielle. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, salue un geste d'apaisement. Le reportage est signé Christelle Ouindoula et Turbo Chimanga. Après sa tournée européenne dans le cadre de la diplomatie parlementaire réussie, l'honorable Didier Mbouimundela, membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, est venu partager avec le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, sur les enjeux politiques de l'heure et surtout la sortie médiatique de l'opposant Martin Fayoulou. C'est une satisfaction pour moi. On attendait ça. Et par rapport à cette situation, et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en avait déjà parlé, il voulait qu'il y ait une cohésion. Et
Il n'est jamais trop tard. Le président Martin Fayulu a saisi une bonne opportunité, surtout que maintenant nous savons qui sont derrière ce qui se passe à l'est du pays. Et il a voulu montrer qu'il est patriote, il est un vrai Congolais, il est là pour le Congo. Et nous sommes ravis qu'il se rallie, qu'il parle avec son frère, le président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux propositions de Martin Fayulu, leader de l'opposition, visant à favoriser la décrispation de la crise à l'est du pays, le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu, a salué la main tendue de Martin Fayulu comme un geste significatif dans la recherche de la paix. Si le premier opposant, l'opposant Martin Fayulu, choisit de se situer du bon côté de l'histoire, nous ne pouvons que nous réjouir au niveau de l'Union sacrée des nations. La diplomatie se porte très bien sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il va encore se porter mieux davantage. Nous sommes de retour au Conseil de sécurité pour la paix dans le monde. La situation qui traverse le pays nécessite un engagement sincère de tous les acteurs politiques. La proposition du leader de l'ECD est un pas dans la bonne direction. Et puis à l'Union sacrée, à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, les jeunes de l'UDPS, membres de la Force du Progrès, maintient au créneau pour recadrer l'ancien président de la République, Joseph Kabila, devenu chef rebelle pour ces jeunes. Joseph Kabila n'est pas un modèle pour la démocratie en République démocratique du Congo. Les derniers discours de l'ancien président de la République devenu chef rebelle, tenu à l'extérieur du pays, et son installation dans la zone occupée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC continuent à défrayer la chronique. La dernière, c'est celle des jeunes membres des forces du progrès de l'UDPS qui qualifient Joseph Kabila d'amnésique au regard des accusations qu'il porte contre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Sous son règne, le Parlement était transformé en une caisse de résonance où la démocratie n'était qu'un simple slogan. La Cour constitutionnelle était transformée en un appareil de règlement des comptes en invalidant sans motif valable d'autres candidats à l'élection présidentielle pour satisfaire Kabila. À cet effet, ces jeunes rappellent à celui qu'ils considèrent comme les patrons du M23 AFC, champion en violation des droits humains et en tribalisme, sans parler des détournements des deniers publics pendant ces 18 ans de règne. C'est la toute première fois dans notre pays de voir des militaires et policiers envahir l'église et lancer les gaz lacrymogènes à l'intérieur. C'était sous Kabila. À cause de lui que le siège de l'UDPS a été brûlé, plus d'une quinzaine de personnes ont été retrouvées mortes. À son tour, le président de cette structure informée de l'UDPS, Joël Mousselou, alias Maréchal, est revenu sur les atrocités subies par lui et la tentative de tuer l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'époque dans l'opposition. C'était un reportage de Alain Bikaï, puisque nous parlons de l'UDPS. Le jeune de ce parti politique continue de faire le lobbying pour faire revenir la paix à l'est de la République démocratique du Congo et barrer la route à l'ennemi et au tribalisme. Ils ont déposé le mémo à l'ambassade de l'Afrique du Sud. L'agression perpétrée par le Rwanda constitue un acte grave qui menace la stabilité régionale et les efforts de paix entrepris ces dernières années. Ces comportements, en violence flagrante du droit international et de principes de bon voisinage, suscitent une profonde inquiétude tant au niveau national qu'international. Il est impératif que la communauté internationale, notamment l'Union africaine et les Nations unies, prennent de mesures claires et coordonnées pour enquêter sur la circonstance de cette agression et en tirer toutes les conséquences nécessaires. La paix ne saura s'édifier sur l'impunité ou le recours à la force. Nous, en tant que peuple congolais, nous sommes là pour libérer le chemin. Et nous n'allons pas laisser faire. Nous, comme force grise, nous sommes là pour défendre la nation congolaise. L'ambassade, c'est la porte officielle pour saisir une ancienne autorité comme de son rang. Nous ne pouvons pas aller autrement que par la voie de l'ambassade
pour qu'on lui transmette notre protestation par rapport à ce qu'il venait de dire, ce qui est d'une extrême gravité. Dans un contexte régional déjà marqué par de multiples tensions, il est crucial que le dirigeant fasse preuve de responsabilité, de retenue et privilégier la voie diplomatique pour éviter l'enlissement d'un conflit aux conséquences potentielles dramatiques pour toute la région de Grand Lac. Et puis nous allons encore parler de la jeunesse. Ils sont jeunes, engagés et ils portent haut les couleurs de la République démocratique du Congo. 36 ambassadeurs congolais ont représenté leur pays au Zimbabwe lors de 2 sommets majeurs. Suivant ce reportage. Ils sont venus porter la voix de la RDC à Harare. 36 jeunes ambassadeurs congolais ont participé au sommet des pays membres de la SADC ainsi qu'au sommet de la terre et de la liberté économique tenu du 22 au 27 mai dernier. Un engagement fort de la part de ces jeunes dévoués à défendre leur patrie. À la tête de la délégation, Jonathan Louméa Masuta, président du Forum international de la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique. Il a conduit une équipe venue de plusieurs provinces. Ensemble, ils ont pris part aux réflexions sur l'avenir du continent, tissé des partenariats et porté haut les couleurs de la RDC. Nous sommes une jeunesse consciente, nous participons à des activités, non pas seulement pour la représentation de la République démocratique du Congo, mais pour contribuer aux différentes thématiques, les enjeux sur le développement de l'Afrique. La RDC, c'est un pays stratégique, un pays qui possède tout. Nous devons être aussi mieux placés dans ce genre d'activités, contribuer aussi scientifiquement. Là, nous étions reçus par l'excellence Emerson Ngangambwa. Nous avons déploré aussi la situation qui se passe à l'est du pays parce que c'est lui qui est le président en exercice de la SADC. S'il peut aussi faire des plaidoyers auprès de ses collègues chefs d'État par rapport à ce que nous, la jeunesse congolaise, nous lui avons proposé. Ces jeunes ont également salué l'accueil chaleureux de l'ambassadeur Michel Kama, résident au Zimbabwe, ainsi que le soutien de l'honorable Grâce et du directeur général de l'Institut supérieur des statistiques. Nous allons terminer ces chapitres consacrés à la jeunesse avec un mot de la culture. Les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap peuvent participer à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine par un commerce facilité, nous dit Edith Chala. En collaboration avec le projet FIRST, dans le cadre de la sensibilisation des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec handicap sur la zone de la libre-échange continentale africaine, ZLECAF en sigle, il s'est tenu en date du 20 mai 2025 dans la salle Lubumbashi de l'hôtel Pullman de Kinshasa, une séance de sensibilisation placée sous le thème « Libérer le potentiel de la ZLECAF pour les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap en RDC ». C'est ainsi que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère mes hommages les plus déférents, convaincu de l'importance de la ZLECAF dans le développement de l'Afrique en général et de la RDC en particulier, ne cesse de s'impliquer personnellement dans son processus de mise en œuvre. Je salue donc First Time, leader, de s'être associé au ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique en organisant cette journée en vue de sensibiliser les jeunes, les femmes qui constituent la majorité de la population. Organisé sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse, Noéla Ayeganagato, en collaboration avec le projet FIRST, coordonné par Naomi Boussa. L'objectif de cette activité était effectivement de sensibiliser les experts de différentes institutions techniques, mais aussi au niveau sectoriel de la zone de libre-échange continentale africaine, une question qui est très importante aujourd'hui pour le développement des différentes économies africaines, mais surtout l'implication de la jeunesse dans cette démarche. Cet événement a réuni des décideurs politiques, des acteurs économiques, des représentants de la société civile autour de la question de l'inclusion économique par le commerce. Nous allons changer de chapitre. La Confédération des associations du club pour l'UNESCO a une nouvelle équipe dirigeante. Cette équipe est dirigée par Ilunga Chipamba. Le détail avec Rodépanda. C'est en 1947 au Japon que le club des associations UNESCO a vu le jour, avec la mission d'apporter et défendre la paix dans les régions en conflit suivant l'idéologie de l'ONU, Bénin étant le siège de cette confédération d'Afrique. La vision est de faire de l'Afrique un continent fort,
à l'instar de l'Asie et l'Europe. Aujourd'hui, l'ambition est de créer un club pour les filles dans des écoles et universités. Au cours de cette rencontre, un plaidoyer a été fait pour l'obtention d'un siège en RDC avec une ligne budgétaire dans le programme du gouvernement de la République, avant d'informer les membres de l'élection du nouveau président de la Confédération UNESCO RDC, Ilunga Chipamba. Nous mettrons tout en œuvre pour que la République démocratique du Congo puisse jouer son rôle dans les concerts des nations et particulièrement dans les mondes. Nous cherchons les moyens les plus efficaces de diffuser nos valeurs et de construire une société qui met la paix. Les clubs UNESCO sont un moyen d'arriver à cet objectif. La veille, les Béninois à l'Oignon, à Ogweji, président de l'espace Afrique, les représentants de l'UNESCO en RDC, ils sont allés accueillir le président du club des associations du Congo-Brazza et vice-président de l'espace Afrique qui a traversé le fleuve pour Kinshasa ce lundi 2 juin 2025. Au sortir du beach Ngobila, le vice-président a martelé sur l'union dans le travail avec le président en compagnie du nouveau dirigeant du club UNESCO de la RDC pour plus d'efforts en vue du rétablissement d'une paix durable. Et s'il faut atteindre les zones sous occupation, cela se fera pour le bien de tous. L'objectif a donc été atteint pour le club des associations pour l'UNESCO RD Congo avec l'élection et l'installation de la nouvelle équipe avec en tête Ilunga Chipamba, président de la Confédération pour un mandat de 4 ans renouvelable. Un mot de l'éducation, les jurys nationaux pour les finalistes de ZITEM et UM de sciences médicales se déroulera du 2 au 5 juillet 2025. Ce mardi, le secrétaire général à la santé publique a procédé à la remise symbolique des malles de ZITEM. Jury national des items et IM édition 2025. Les choses se précisent déjà aujourd'hui avec la remise des malles d'items à la 6e direction en charge de l'enseignement des sciences de santé par le secrétaire général à la santé publique et hygiène Yuma Ramazani. C'était à l'INPES, Institut national pilote d'enseignement des sciences de la santé, en présence du directeur de la 6e direction Josué Désiré Bapitani et les enseignants ainsi que le personnel de cette direction. C'est donc le début du dernier virage de cette année scolaire 2024-2025. Le secrétaire général à la santé publique, Yuma Ramazani, s'est réjoui du travail abattu et rassure les parents et apprenants finalistes des items et IM que toutes les dispositions sont prises pour que les jurys nationaux prévus du 2 au 5 juillet se déroulent dans la sérénité. Aucune province n'est oubliée. Toutes les provinces recevront les malles d'examen au courant de cette semaine. C'est sur instruction de son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévoyance sociale que je suis là pour constater effectivement que tout est prêt pour que les épreuves qui ont commencé par la partie jury dissertation puissent se réaliser sur le terrain dans sa partie épreuve écrite. Toutes les malles sont bien emballées, prêtes à pouvoir être envoyées dans toutes les provinces. Nous sommes en train de travailler pour que les produits finis qui sortent de nos institutions soient vraiment des produits de qualité qui peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité des soins de nos populations. Notez que 18 797 apprenants finalistes des items et IM sont attendus à ce jury national. Et puis, une course marathon, 5e édition, sous les signes de la paix en République démocratique du Congo. La Grande-Bretagne, l'Éthiopie, en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa, y ont apporté un soutien de taille dans le cadre du projet Jumelage. L'exercice va au-delà d'une simple mise en forme des conditions physiques. C'est un marathon de paix en RDC et dans la ville capitale Kinshasa en cette période où la RDC endure l'instabilité dans sa partie est, Kinshasa et Zobonga. Cette vision portée par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a obtenu le soutien de 2 diplomates des pays amis, notamment l'Éthiopie et la Grande-Bretagne, accrédités à Kinshasa, soutien témoigné lors de la course marathon de la 5e édition organisée dimanche 1er juin 2025 sur différents artères de la ville, depuis l'avenue Tchachi en passant par l'avenue Batetela et Justice, avant de revenir encore sur Tchachi dans la commune de la Gombe, point de départ.
L'ambassadeur de la Grande-Bretagne et celui de l'Éthiopie, ainsi que les représentants du gouverneur, ont participé activement à cette course marathon autour d'un thème, la paix en RDC. C'est l'occasion pour les représentants de l'Éthiopie et de Londres de raffermir les liens de collaboration et de fraternité dans la perspective de mise en place d'un projet de jumelage. Les ambassadeurs ont salué l'initiative. Il n'y a rien qui est plus important que la paix, mais c'est pour la paix et pour aider à la recherche d'une paix durable que je suis devenue diplomate. Actuellement, je suis ambassadrice de Réunion ici en RDC. Kinshasa is good weather, good people. Puisse que le Congo marathon puisse continuer, et surtout pour la paix. Et on utilise le sport comme un vecteur de communication pour la paix. Les représentants du gouverneur Daniel Lubumba Lubaki a rassuré de la quiétude et l'hospitalité qui caractérisent la capitale, siège des institutions du pays. Au nom de la ville de Kinshasa, au nom du gouverneur Daniel Lubumba, c'est démontrer une image autre de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité d'être entourés par les ambassadeurs du Congo River Marathon qui accompagnent la population de Kinshasa, la population de la RDC, pour dire que nous sommes pour la promotion de la paix. Des médailles d'exploit et d'encouragement. Et puis, l'inspecteur général adjoint Elias Chibangu a été présenté lors d'une parade en remplaçant le commissaire divisionnaire Joly Limengo. L'inspecteur général a appelé ces hommes à respecter cette nouvelle direction, nous dit Cédric Kenina. L'inspection générale de la police nationale congolaise a vécu de nouveau un moment si particulier. L'inspecteur général adjoint, en charge de l'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Elias Chibangu a été présenté officiellement à ses troupes par l'inspecteur général, le général Philémon Patience Mouchi-Diave. Dans une ambiance solennelle, le général Patience Mouchi-Diave a réaffirmé l'engagement de la police dans l'instauration de la discipline et la protection des citoyens, tout en promettant des sanctions à l'endroit des contrevenants. Fini les ateliers, fini la descente inutile. Le VPM demande maintenant la sanction. La sanction de ces policiers véreux, de ces policiers indisciplinés, de ces policiers tracasseurs. Nous devons mettre la main sur ces policiers. Et les OPJ que vous êtes, vous faites votre travail et ils sont sanctionnés, on les met à la disposition de la justice militaire. Nous en avons marre avec cette race de policiers-là. Après la parade, dans les installations de l'inspection générale de la police, le général a rencontré ses adjoints pour les encourager à faire preuve d'abnégation dans leur mission, rappelant que les autorités et la population comptent sur eux pour combattre les antivaleurs et restaurer l'image de la police. Il a également appelé à la loyauté envers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Merci de votre fidélité, merci à Ramadan, merci à Alain Galia et Ernest Bolikoko pour leur contribution technique à ce journal. Merci, ce journal est terminé. Le journal d'Angèle Mabiala Landou qui a connu les concours rédactionnels de Christelle Loindula Zola, demain matin 7h, Érudis Kitutu. Merci et bonne suite des programmes sur la RTNC. Et respecter les lois de la République. Voilà. Donc, je vous dis par là que l'ancien président, les anciens présidents ont un statut. Mais ce statut est prévu dans la Constitution. D'accord. Vous comprenez? Alors, maintenant, parce que vous avez posé la question maintenant de la compétence du Sénat. L'avocat général, l'auditeur général, oui, procureur général du côté de la justice militaire,
qui nous a saisis. C'est bien dit, il nous a saisis par rapport à la qualité de sénateur à vie de Joseph Kabila. C'est pour ça qu'on parle des immunités parlementaires. OK? Or, dans la Constitution, la seule institution qui est compétente pour lever l'immunité d'un sénateur, c'est le Sénat. Alors, maintenant, on arrive à la question du Congrès. Mettez-vous bien en place. La loi de 2018, moi je suis très à l'aise, parce que je rappelle à l'opinion, qu'en ce moment-là, nous on était déjà dans G7, on avait déjà, je crois, les RASOP. Et nous avons refusé de siéger pour cette loi-là. Permettez-moi, ça vous prend du temps, mais il faut que c'est une question qui demande la pédagogie. Ouais. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Votre confrère Moutinga initie une loi, parce qu'à l'époque, on se disait, il faut rassurer le président Kabila qu'on ne lui fera pas la chasse aux sorcières